Notre invitée cet après-midi est Sylvie Bizien, auteure d'un deuxième roman qui vient de sortir et qui s'appelle 4 en 4 temps. Bonjour Sylvie Bizien. Bonjour Laurent Lelimantour, merci. Sylvie, alors qui a décidé avant d'écrire ses bouquins de partir faire un tour du monde, on peut dire, un tour du monde sur un voilier, et ça vous l'avez fait avec toute votre petite famille. Avec vos 2 filles même, qui à l'époque avaient 6, 12 ans. Alors j'ai 3 filles même. 3 filles ouais. Maintenant, ouais. 3 filles qui au départ du voyage avaient 6 ans, 9 ans et 12 ans. Voilà. Donc, et on est parti de 2010 à 2013. C'est moi qui ai embarqué toute la petite famille, c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu faire le tour du monde en bateau. Voilà. Je faisais du voilier avec mes parents étant enfant aussi. Et donc on est parti sur un voilier de 14 mètres, un monocoque, en passant par le Cap-Vert, les Antilles, le canal de Panama, le Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Brésil, et on a traversé 3 fois l'Atlantique en fait. Donc c'est pas du tout le parcours des coureurs du Vendée Globe. Nous, on était plutôt à faire le tour par l'équateur. On a fait environ 40 000 milles nautiques, alors qu'un Vendée Globe, par exemple, c'est à peu près 25 000 milles nautiques, parce qu'eux, ils tournent autour du pôle Sud, en fait. Un rêve d'enfance. Ouais. Alors, autant, évidemment, c'est plutôt plaisant de réaliser son rêve d'enfance. Encore faut-il convaincre tout le monde. Alors, autant vos filles étaient assez jeunes à l'époque, mais bon, j'imagine que le travail de préparation a été fait. Il a fallu convaincre monsieur. Oui, alors, j'ai un mari qui adore la voile, qui est de Tréboul, à Douarnenez, qui a toujours fait aussi du bateau. Il n'a pas été difficile à convaincre, il a vu que c'était nécessaire pour moi, et c'était un besoin. Et très vite, il était très impliqué dans le projet et toute la préparation technique du bateau, qui était peut-être la partie la plus compliquée, parce qu'on avait un bateau qui était bien équipé, mais pas pour un tour du monde, donc tout l'aspect énergie, la préparation physique du bateau, c'est lui qui l'a mené pendant plus d'1 an après son travail. Alors ça se prépare aussi bien psychologiquement que financièrement, j'imagine aussi. Oui. Et en matière de disponibilité, puisque j'imagine que vous avez un emploi l'un comme l'autre et qu'il a fallu se débrouiller pour justement être en disponibilité pendant 3 ans. Oui, tout à fait. Alors moi j'ai quitté mon emploi et donc de toute façon, j'ai fait le choix au retour de changer complètement de métier. Je suis devenue enseignante. Oui. J'ai passé le concours de prof de maths au retour. J'en profite pour faire un petit coucou à mes élèves qui m'écoutent. Collège Sainte-Anne. Et mon mari a eu la chance de retrouver son travail. Donc, c'était pas garanti au départ. Donc, c'est un projet qui a été préparé sur 10 ans. Avant d'être prof de maths, vous étiez ingénieur en construction navale. Oui, tout à fait. J'ai travaillé notamment à Cherbourg. Je travaillais dans la construction des coques de sous-marins à Cherbourg. J'en parle un peu dans mon 2e livre, d'ailleurs. Et ça aide à écrire, notamment pour évidemment tout ce qui concerne la carte mondiale que vous décrivez très très bien dans ce livre qui s'appelle 4 en 4 temps, et également une autre partie du bouquin où il est question d'un sous-marin, d'une personne qui vit à bord d'un sous-marin, et là on remarque l'exactitude, on a l'impression que vous y êtes finalement. Oui, alors je n'ai pas la prétention d'être sous-marinière. Oui, c'est ça, on se pose la question. Ouais. Mais depuis 2018, les femmes peuvent embarquer sur les SNLE français. Et par contre, dans mes fonctions, quand je travaillais à la construction à Cherbourg, les femmes, donc déjà à l'époque, c'était en 96, 98, il y avait déjà des femmes qui embarquaient pour les périodes d'essai. Et donc j'ai eu la chance d'embarquer pendant 1 semaine, donc je sais pas ce que c'est que de vivre 2 mois au fond de l'eau, mais je sais quand même ce que c'est que d'y passer 1 semaine. Et je vois le travail formidable que font les gens et le sacrifice personnel qu'ils font, les gens qui travaillent au fond de l'eau. Et qu'en 2018, c'est d'ailleurs presque un point de déclenchement du 2e roman que j'ai écrit. Donc j'ai lu les articles qui parlaient de ces femmes qui se sont engagées donc dans la sous-marinade et sur les SNLE, donc des patrouilles longues. Ça m'a donné un petit élément déclencheur. Je me suis dit, tiens, il va falloir écrire là-dessus.
Ça a contribué à la trame du livre qui m'est venue en une nuit. C'était lors d'un trajet, on descendait, toute la famille dormait à l'arrière de la voiture, on descendait en voiture dans le sud de la France. Et je n'avais pas écrit depuis 5 ans, parce que le premier livre, je l'ai écrit pendant notre voyage. Donc je l'ai écrit... en 2010, à partir de 2011 peut-être. Ouais, voilà, c'est de mi-2011 jusqu'à 2013. Je l'ai écrit à la lampe frontale, la nuit, pendant les quarts de nuit. C'est-à-dire qu'on alternait avec mon mari la veille en mer. Et en fait, je ne savais pas si j'allais mener au bout ce projet d'écriture. Je voulais partager sur notre voyage sans rentrer dans l'intimité de notre famille. Et donc, j'avais eu l'idée de créer un roman. Des récits de voyage de gens en bateau, il y en a des dizaines et des dizaines. Je trouvais que j'allais pas faire mieux que les autres. Il y a aussi des grands spécialistes comme Antoine qui savent très bien raconter ça. J'avais pas cette prétention. Je me suis dit, je vais faire un roman, quelque chose de féminin, et quand même raconter mon voyage. Et c'est comme ça qu'est né donc le premier roman, qui s'appelle Les yeux de Luna. Voilà. Et aujourd'hui, donc, à 4 en 4 temps. Et nous sommes avec Sylvie Bizien pour la sortie de son deuxième roman, sorti au mois de novembre dernier, 4 en 4 temps, deuxième roman, après les yeux de Luna, qui racontait déjà ce voyage que vous avez réalisé avec votre famille. Les yeux de Luna racontaient seul votre voyage, on va dire, presque en célibat. Et pourtant, vous l'avez écrit pendant ce voyage en famille. 3 ans en mer, on le disait. Vous nous avez décrit ce parcours absolument incroyable. 3 ans en mer avec 2 enfants à l'époque où 3 enfants. Il y avait déjà 3. Hein. Ouais. Donc il y avait 6 ans, 12 ans et... 6 ans, 9 ans, 12 ans au départ, et puis 3 ans de plus à l'arrivée. D'accord. Ça soude une famille, ça. Ah oui. C'est une expérience, on a des liens très forts, ça soude un couple, ça soude les liens entre les sœurs, ça fait on sait qu'on a quelque chose d'unique. Et par exemple, on vient de vivre un confinement, on s'est retrouvés, mes filles qui étaient étudiantes se sont retrouvées à la maison. On a revécu un petit peu ce qu'on avait à l'époque. Sans le bateau, quoi. Sans le bateau, voilà. Plus confortable avec... peut-être plus de confort et une nourriture plus variée, mais on est très soudés. On a cette expérience, et puis on a eu quelques moments un peu durs aussi pendant le voyage, des coups de tabac, des moments un peu durs en mer. Donc ça soude forcément de vivre des moments forts comme ça. 3 années en mer pour un enfant de 6 ans, 9 ans ou 12 ans, j'imagine que c'est important, ça peut devenir long. Est-ce qu'il y a eu des frustrations de la part des enfants ? Oui. Alors, il y a des moments forts. Quand vous parliez de ça, ça m'a fait penser tout de suite à la petite Gwendoline qui a appris à lire pendant la traversée de l'Atlantique. C'était un miracle parce qu'un enfant qui ne sait pas lire, pour l'occuper, quand on est à s'occuper de la navigation, première traversée de l'Atlantique, elle a duré 14 jours, on a mis assez peu de temps. C'était une bonne traversée, on va dire, on a eu une bonne condition, même si on a eu une journée, 24 heures sans faire un seul mille. On reculait avec le courant, c'était difficile, mais sinon on a bien marché. Et elle a appris à lire et... ça a été un grand bonheur, sauf qu'on n'a jamais su comment elle avait appris à lire. Ça s'est fait un peu tout seul, grâce au CNED qui accompagnait les enfants scolairement. Par contre, des frustrations pour les enfants, c'est au retour qu'elles se sont rendues compte que tu nous as amenés, mais pendant 3 ans, on n'avait pas d'amis, on voyait personne, on ne savait pas ce qui passait à la radio, on ne savait pas les films qui sortaient. Ma fille aînée, Nina, a lu en boucle la série des Harry Potter pendant cette période-là, parce qu'elle ne savait pas quoi lire d'autre. On ne savait pas trop non plus tout ce qui se passait. Donc elles ont eu cette frustration, mais maintenant, ça fait 7 ans qu'on est rentrés. Elles ont pris du recul et elles savent la richesse de ce qu'on leur a apporté par ce voyage, et elles ont vu tout comment on peut vivre autrement qu'avec la vie un peu superficielle qu'on peut avoir par moment ici, même si on a vite repris un rythme avec un téléphone portable, à regarder des séries à la télé comme les autres, ou sur Netflix. Voilà. Elles ont manqué au début donc de points de repère qui marquent évidemment la vie d'une enfance, d'une adolescence, avec évidemment des choses qu'on voit ou avec des jeux en commun. Voilà. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y a aujourd'hui un bagage qui est totalement différent, j'imagine, des autres enfants. Et ça se ressent aussi scolairement ?
Oui, non, je dirais que scolairement, elles ont pris très très jeunes beaucoup d'autonomie, parce qu'en fait, autant les filles qui étaient tant qu'elles étaient à l'école primaire, je les accompagnais quand même, mais Nina, ma fille aînée, elle faisait le collège, a fait son collège toute seule en fait. Elle a fait 5e, 4e, 3e avec les livres du CNED toute seule. D'accord. Ouais. Alors c'est un livre donc, que vous écriviez déjà à bord à l'époque. D'ailleurs, ce livre ressemble beaucoup à un livre de bord. Tout est détaillé. Vous êtes particulièrement sensible à la précision des lieux, la précision du temps qui passe. C'est une obsession, je me trompe ? Je suis un peu obsédée par les... Alors, j'ai pas toujours été... Maintenant, je suis prof de maths. J'étais pas du tout avant. Mais j'ai une obsession de la précision et des chiffres. Donc ça, je m'endors en faisant des calculs. Et du coup, le deuxième roman, ça m'a un peu étonnée parce que c'est mon éditeur... c'est mon directeur littéraire, Johan Laurent Rouault, qui est donc aux éditions JDH, qui a choisi le titre. Il n'avait pas spécialement fait attention à mon métier de maintenant. 4 ans, 4 temps. Alors, 2 fois un chiffre. Ouais, c'était pas le titre que j'avais prévu au départ. Moi, j'avais fait un jeu de mots basé sur les prénoms des 4 personnages du livre, parce qu'en fait, ce livre raconte l'histoire de 4 femmes. Et à 4 époques différentes. À 4 époques différentes, c'est d'où le titre 4 en 4 temps. Et dans 4 milieux totalement différents aussi. Oui, donc il y a une couturière, Pénélope. Il faudra retenir P de Pénélope. Il y a Chelsea qui est prof de maths, qui voyage beaucoup au gré de ses mutations. Elle va partir notamment en Polynésie. Il y a Mélène qui est, elle, navigatrice. En fait, elle est capitaine de charter, c'est-à-dire qu'elle embarque des passagers payants sur son voilier, plutôt du côté de la Nouvelle-Calédonie. Et on finit par Baya, la sous-marinière dont on a parlé tout à l'heure. Et si on fait Pêche-Melba, ça fait Pêche-Melba, c'était mon premier titre. Mais c'est pas forcément évocateur, donc j'ai fait confiance à mon directeur littéraire. Et donc ça m'a étonné ce nouveau titre qui se rapproche un peu de mon nouveau métier. Et donc voilà, c'est vrai qu'avec Pêche-Melba, on s'attend plutôt à un livre sur les desserts. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'était pas évocateur. Donc ça s'appelle 4 en 4 temps. Et avec Sylvie Bizien, auteur de 4 en 4 temps, son deuxième roman, nous évoquons donc ces 4 personnages qui se trouvent dans ce livre. Deuxième roman après un premier livre qui s'appelait Les yeux de Luna. 4 en 4 temps est un livre qui s'inspire quelque part de votre parcours personnel, notamment, on le disait, de ce voyage en famille que vous avez réalisé pendant 3 ans avec votre mari et vos 3 jeunes enfants de 6, 9 et 12 ans. Et puis il y a donc l'histoire à bord d'un sous-marin SNLE, c'est sous-marin que l'on voit, je crois, dans le film Le Chant du Loup. Ça donne un aperçu du bestiau. Je crois que c'est un de ces sous-marins qu'on voit dans ce film. On voit les deux, on voit un SNA et un sous-marin nucléaire d'attaque, et on voit un SNLE. Effectivement. Ouais. Ouais, et donc ça donne vraiment déjà un aperçu de ce qu'on peut vivre à bord. Et là, dans ce livre, on est à la place de cette personne qui effectue des gestes importants à bord de ce sous-marin et nous décrit la vie à l'intérieur on va dire, de cette bête assez curieuse, parce que il faut savoir que on ne voit jamais la lumière du jour, quasiment pas, et il faut se recréer soi-même. Oui, tout à fait. Ils font un système avec l'éclairage à bord jour-nuit pour que tout le monde bascule dans le système nuit à la même heure pour pas perdre en fait le rythme par rapport à la santé des individus à bord. Mais il y a la même chose sur les bâtiments de surface, parce que maintenant sur les bâtiments de surface il y a peu des hublots. C'est pas la croisière s'amuse. Donc ils ont aussi ce système, effectivement. Donc, voilà, pour les horaires, il faut respecter son cycle naturel. Voilà. Et puis un des personnages que l'on découvre dans ce livre, c'est un personnage brestois, c'est une brestoise qui évoque les baraques de l'après-guerre, l'explosion de l'Ocean Liberty ou encore l'Ifremer. C'est l'histoire de votre grand-mère que vous racontez dans ce livre. Alors oui, dans tout le livre, je m'inspire, comme tous les écrivains, de faits connus. Et là, il y a beaucoup de choses sur ma famille. Ça va aller par exemple, j'ai un petit personnage, une petite fille qui s'appelle Romy.
C'est inspiré de ma fille Lily Rose, ma deuxième fille, qui est très sportive et très endurante, mais aussi effectivement donc mes deux grands-mères. Alors, l'histoire dont vous parlez, les baraques, l'après-guerre, l'Océan de Liberty, c'est inspiré de ma grand-mère paternelle, excusez-moi. Et j'ai un peu fusionné différentes histoires. Je parle aussi de mon grand-père paternel qui a travaillé dans la SNCF, notamment pendant la guerre, qui ramenait du charbon à sa famille. Je parle aussi, je m'inspire aussi de ma grand-mère maternelle, qui elle se retrouve plus dans Pénélope, le plus vieux personnage. Elle vivait à Concarneau pendant la guerre. Et elle travaillait dans un hôtel qui avait été réquisitionné par la Wehrmacht. Enfin, c'était la Gestapo, en fait. Et un jour, elle est rentrée. Je ne veux pas raconter tout le livre, mais juste cette anecdote. Elle est rentrée d'une promenade et elle voit deux pilotes anglais dont l'avion avait été abattu, qui sont justement complètement abattus eux-mêmes avec une mine dépitée. Et elle passe devant eux. Elle leur a fait, avec ses doigts, le V de la victoire. Ça lui a valu 1 mois de prison. Enfin, elle avait été condamnée à 3 mois de prison à l'époque. Oui. Donc, c'était la prison Saint-Charles à Quimper. Elle a fait 1 mois de prison. Elle avait à peine 20 ans. Donc, c'est une histoire poignante et que j'ai découvert pas longtemps avant son décès. Je voulais lui rendre hommage. Je rends aussi hommage à un grand-oncle. C'était le frère de mon grand-père, Jean Dorval. Donc, j'ai changé son nom parce que j'ai un petit peu modifié son histoire. Il s'appelle Jean Sorval dans le livre, qui a été résistant auprès de Jean Moulin et qui a sacrifié sa vie pour notre liberté. Donc j'ai voulu lui rendre hommage aussi dans ce livre. Il y a beaucoup de l'intimité familiale qui ressort par des petites histoires, des anecdotes que je retranscris et que je fais vivre à des différents personnages. Ça veut dire que quand on est à un dîner de famille, on prend un carnet, on note tout ? Alors, ça veut dire que quand, effectivement, vous mangez avec moi, vous avez tout ce que vous dites pourrait être retenu. Voilà, ouais. Ouais, c'est bien ce que j'ai compris. Il y a aussi des petites anecdotes liées à des collègues de travail qui vont se reconnaître à un moment donné. Mais voilà, je modifie tellement de choses que je romance tellement qu'après, voilà, ça peut pas mettre à mal les personnes. C'est même quand vous parliez tout à l'heure de l'histoire à bord des sous-marins, je me suis vraiment documentée, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, j'ai lu beaucoup d'articles et beaucoup de livres aussi, si bien que c'est pas ce que j'ai vécu moi, parce que moi j'étais pas moi je faisais juste j'aidais des personnes à faire des essais. J'ai pas du tout été en passerelle commander la navigation du sous-marin. Ça, ce sont des études que j'ai faites après. Mais après, le ressenti d'être à bord et de sentir la coque craquer quand on plonge, ça, oui, j'y étais. Par contre, ouais. 4 temps, donc, et 4 personnages dans cette histoire, à des époques, on le disait, donc différentes. Oui. Et alors, sans vouloir tout dévoiler, quel est le point commun de ces 4 personnages ? Alors, ce sont 4 femmes qui sont très engagées dans leur vie, qui sont actives, même Pénélope, avec laquelle on commence le livre en 1943, c'est un caractère très fort. Et ce sont des femmes qui, par rapport à leur époque, ont vécu des choses assez exceptionnelles. Elles ont de toute façon une histoire personnelle très forte, familiale, sentimentale. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent dans le livre. On pleure, on rit, on va ressentir beaucoup d'émotions. C'est ce que je veux. Moi, je veux qu'en lisant, on ne s'ennuie pas. Donc, c'est assez vivant et qu'on ressente beaucoup d'émotions. Je trouve que c'est important. Ouais. Vous avez raconté tout à l'heure, vous avez écrit votre premier ouvrage pendant votre voyage en famille à bord de ce voilier pendant 3 ans. Et le deuxième, alors, il a été écrit à partir de quel moment ? À quel moment a eu lieu le déclic ou par rapport à qui ? Alors, c'est vrai que le premier, j'ai fini en 2013, juste 15 jours avant d'accoster. On a accosté à Camaret, où vivaient mes grands-parents. Et après, je me suis occupée des dédicaces, des promotions du premier livre. Et je suis restée
à sec, on peut le dire, à sec d'encre, pendant presque 5 ans. Et en 2018, donc on descendait en voiture dans le sud de la France. Et là, le déclic est venu pour le 2e livre. Donc je parlais tout à l'heure, je venais de lire un article sur les premières femmes embarquées sur les SNLE. Et l'idée des 4 personnages qui s'entrecroisent, puisqu'on passe de l'une à l'autre, à chaque chapitre, on passe d'un personnage à l'autre. L'idée m'est venue et j'ai eu tout de suite l'idée des 4 métiers et l'idée aussi de les faire beaucoup voyager, parce que je trouve que le voyage, c'est pas donné à tout le monde, et moi j'ai quand même une grosse expérience. Donc je voulais partager encore sur ce voyage et sur des voyages plus classiques en Crète ou en Californie. Ça, c'est un autre des points communs de ces personnages. Voilà, elle voyage beaucoup. Que ce soit pour le travail ou pour leur loisir, elles voyagent beaucoup et elles font voyager le lecteur. 4 en 4 temps, donc 2e roman. Et on termine donc notre escale avec Sylvie Bizien. Les escales, elle connaît ça en famille, pendant 3 ans en famille, à bord d'un voilier à partir de 2010 et 3 enfants, 6, 9 et 12 ans. Un livre qui s'inspire donc de ce voyage et pas seulement, mais aussi de toute la famille, on en parlait à l'instant. Alors j'imagine 6, 9 et 12 ans à travers cette histoire. Ça n'a pas été évident pour les enfants d'être ensemble dans un même bateau pendant 3 ans, à cet âge-là. Ça s'est pas frité. Eh ben, autant ça se fritait avant qu'on parte, autant pendant, j'ai vraiment la certitude qu'il n'y a jamais eu aucune bagarre. Alors, heureusement, elles avaient la chance quand même, on n'était pas tout le temps en mer, même si c'est presque un tiers du voyage sur l'eau à naviguer, mais quand même on faisait aussi beaucoup d'escales, comme on en parlait. Elles avaient la chance quand même de pouvoir jouer. Alors sur les autres bateaux, il y a très peu d'enfants. Les autres bateaux de voyage, c'est plutôt des familles retraitées. Mais dans les villages ou dans les îles, surtout, où on a pu aller. Les premiers enfants qu'elles ont un peu extraordinaires, on va dire, qu'elles ont rencontrés, ce sont les Kuna. Donc, ce sont les Indiens Kuna qui vivent au San Blas, des îles, d'un chapelet d'îles devant le Panama. Enfin, ça appartient au Panama. C'est au nord de la Colombie ? Oui, tout à fait, au nord de la Colombie. Et là, elles ont fait des rencontres fantastiques. Alors, c'est amusant parce que les enfants Kuna, donc normalement, c'est un pays hispanisant, le Panama, mais à ce moment-là, ils ont leur propre langage. Donc, et mes filles, de toute façon, ne parlaient pas espagnol. Et en fait, c'est pas un problème. Pour les enfants, ils jouent, ils n'ont pas besoin d'avoir un langage commun. Donc, elles ont fait des rencontres fantastiques. Et nous aussi, d'ailleurs. On a vu des crocodiles, et puis les îles des San Blas. Tout le monde s'évertue à aller aux Seychelles ou à l'île Maurice, mais c'est au San Blas que les îles sont belles, ou en Polynésie aussi, c'est très beau, mais sont belles comme dans les cartes postales. Mais avec en plus donc une population qui vit vraiment de manière archaïque, on peut dire. Ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas l'électricité. Je me disais par moments, s'ils savaient que nous, à bord, on a un téléphone satellite, et puis nous, on avait on avait forcément un alternateur, on avait l'électricité à bord tout le temps. Donc le soir, on éteignait assez vite, parce que ça me gênait qu'on ait la lumière et pas eux. Ouais. Et puis l'eau courante, ils n'ont même pas l'eau courante, ils sont sur des chapelets d'îles pas très loin du continent. Donc tous les jours, ce sont les ados Kuna, les garçons, qui remontent des rivières et qui vont chercher l'eau courante pour les ramener à la famille. Donc c'est toute une organisation. C'était fantastique de voir ce mode de vie. Des femmes qui sont habillées de molas, ça s'appelle comme ça, des molas. Ce sont des tissus brodés. Et qui ont tous les mollets recouverts de petits colliers de très très fins, c'est pas des colliers du coup, de perles, avec des mollets le plus fin possible. C'est le critère de beauté de la femme Kuna, doit avoir des mollets très très fins, pratiquement que l'os. Donc nous, avec nos mollets de marcheurs, on n'était pas dans les critères de beauté. Et d'ailleurs, les femmes restent beaucoup assises par rapport à ça. On a vécu des moments intenses parce qu'ils sont très accueillants à côté de ça.
Nous, on a l'impression qu'on va à l'étranger, mais l'étranger, nous aussi, on est des étrangers pour eux. Donc la rencontre est dans les deux sens. Et c'est fantastique, ces échanges qu'on a pu avoir. On a eu aussi des échanges fantastiques, je me répète, mais au Vanuatu. C'est un pays qui est juste en face pas très loin, de 3 à 4 jours de mer de la Nouvelle-Calédonie. J'en parle beaucoup j'en parlais pas dans le premier livre, mais là j'en parle beaucoup dans le deuxième, parce que on y vit des choses extraordinaires. On peut s'approcher d'un volcan qui est en éruption en permanence. Il n'y a pas les normes européennes ou drastiques. Donc là, on peut s'en approcher. On a assisté à des danses qui ont été faites pour nous, mais c'est pas des danses qu'on fait qui ont été faites pour nous, qui ont été faites devant nous avec des costumes très très particuliers. Et vous avez essayé parfois de dormir chez l'habitant, ça vous est arrivé ? Non, parce qu'en fait, on laisse pas le bateau tout seul. Ouais, tout seul. Les seuls moments où on a quitté le bateau, c'était en Nouvelle-Zélande, parce que là, on avait loué une bouée dans une baie. C'était sécurisé, on pouvait laisser le bateau, mais sinon, on a toute notre vie, c'est notre maison. On peut pas se permettre on le laissait pour la journée, mais pas pour la nuit. Ouais. Ce livre, deuxième roman, donc vous l'avez écrit après combien de temps ? Parce que vous bloqué quoi ? À peu près une demi-journée par semaine. Oui. Donc il a fallu combien de temps pour l'écrire ? En fait, c'est en 2018 que l'idée m'est venue, donc en descendant en voiture. Ouais. J'ai écrit en 3-4 jours pendant les vacances tout ce qu'on appelle un plan sur un petit carnet, toute la trame du livre. L'année suivante, j'ai eu du mal, j'ai peiné pour écrire. En fait, j'arrivais pas à dégager du temps. Il faut vraiment vider sa tête, penser qu'à ça. C'était facile en mer, c'était plus compliqué à la maison. Et encore, même en mer, quand on a des enfants, ça ne doit pas être évident. Oui, mais comme c'était vraiment que la nuit, j'étais seule avec moi-même et les quelques dauphins qui me tenaient compagnie de temps en temps, ou les albatros aussi. Et par contre, donc là, 2018-2019, ça n'a pas été très productif. J'ai écrit à peine 50 pages sur les 360 pages du livre. Et l'année dernière, donc je parle en année scolaire du coup, 2019-2020, j'ai réussi à bloquer une après-midi et là je ne faisais que ça et c'était un moment de bonheur. Écrire, c'est comme lire, c'est-à-dire qu'on se plonge et on part dans un autre monde parallèle. Et après on s'arrête plus. Et après on s'arrête plus. Voilà. C'est donc ce livre que je vous conseille de lire, en 4 temps, de Sylvie Bizien. Livre qui n'est pas auto-édité comme le premier, mais on le retrouve sur JDH Éditions, qui est une société d'édition basée à Paris. Voilà, ou dans n'importe quelle librairie, il est disponible, ou à commander s'il n'est pas disponible, mais il le commande. Voilà, 4 histoires, 4 époques différentes et 4 personnages absolument incroyables. Merci beaucoup Sylvie Bizien de nous avoir accompagnés cet après-midi pour nous parler de ce livre. À très bientôt. Merci.